Déjà, voilà, je tiens à te remercier, Rachel. Le réseau Expertalia, c'est vraiment une super plateforme pour donc ces webinaires et aussi, c'est une nouveauté maintenant d'essayer de lancer un coin business, un coin des affaires. Et on a lancé le premier sujet, mais il y en aura sûrement beaucoup d'autres, sur le secteur agri-food. Alors, pour me présenter rapidement, euh, je suis donc Déborah Mogano. Ça fait à peu près 15 ans que je suis en Israël, que je vis en Israël. Avant ça, j'avais une carrière plutôt d'avocate en France. Donc, j'étais avocate au barreau de Paris. Et quand je suis venue en Israël, donc j'ai fait un MBA à l'Université de Tel Aviv, ce qui a fait la bascule avec mon activité plus commerciale. Et pendant 11 ans, j'ai travaillé à l'ambassade de France au service commercial chez Business France et j'accompagnais des sociétés justement pour leur implantation, leur arrivée et leur pénétration du marché israélien dans le secteur food, vin et spiritueux, mais pas seulement. Donc là, pour le moment, c'est un petit peu ce dont je vais vous parler. En Israël, j'ai plusieurs expériences et succès, notamment, enfin, je ne sais pas si vous connaissez la semaine de la gastronomie française en Israël, c'est quelque chose qu'on avait organisé par le passé, mais aussi sur la partie vin des Tasting France, où on faisait venir des producteurs français et des importateurs dans le secteur vin et spiritueux. Voilà, je commence tout de suite après la présentation. Pourquoi Israël maintenant? Alors, je sais que vous avez déjà eu, grâce à Rachel, un teaser hier, mais je vais un petit peu plus expliciter. Donc déjà, donc la spécificité d'Israël, c'est qu'on a un pays avec une démographie de 10 millions, donc on va dire que c'est pas énorme, mais pour un pays développé, on est un des rares pays à avoir une croissance et un taux de croissance qui est très élevé de 2% par an. Et donc, on attend près de 17 millions d'habitants en 2050 et ça fait du monde à nourrir. Et généralement, quand on parle avec des professionnels israéliens et même des professionnels du secteur alimentaire qui vendent en Israël, ils nous disent, waouh, pour un petit pays comme ça, il se classe vraiment très, très bien au niveau des ventes internationales. Donc, sachez que c'est une belle opportunité Israël et qu'on est en pleine croissance démographique. Deuxième point d'actualité qui est très intéressant pour le développement sur le marché israélien, c'est qu'on a eu une nouveauté. C'est la réforme, ce qui est bon pour l'Europe est bon pour Israël. Vous avez peut-être entendu parler. Euh, on a quelques lourdeurs administratives au niveau de l'enregistrement des produits. Et c'est pas seulement alimentaire, c'est aussi dans le cosmétique ou dans d'autres catégories de produits. Mais là, j'ai parlé plus de la partie alimentaire. Et il y a eu un allègement de toute cette procédure administrative grâce notamment à la réforme. C'est Europe Route et qui permet de simplifier les importations. Si vous voulez des informations supplémentaires, je donnerai, mais je ne vais peut-être pas aller trop dans le détail. Mais en fait, en gros, il suffit de vous conformer aux normes européennes pour ne plus avoir besoin de présenter une documentation spécifique sur Israël, ce qui était le cas, ce qui était nécessaire avant. Donc, il y a une baisse des coûts qui normalement aurait dû se répercuter pour les importateurs, qui aurait dû se répercuter sur le coût de la vie, mais ça, on n'y est pas encore. Mais voilà, donc, et ça a été ça a été entré en vigueur pour la partie alimentaire 1er janvier 2025. Donc, c'est vraiment tout récent. Je vérifie juste l'heure pour ne pas dépasser. Autre point d'actualité qui peut être intéressant, alors bien sûr, ça ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, on est un peu en conflit régional, mais on a eu on a eu des cessez-le-feu et un certain retour à la normale. Et on attend, et ça on le sait que c'est le cas pour n'importe quel conflit en Israël, après un conflit, et on est dans cette période de croissance, on a un rebond. Et donc, il ne faut pas louper ce rebond qui arrive et qui est déjà, donc on voit les premiers signes de ce rebond. Et la dernière opportunité, c'est celle qui est liée aussi à ce conflit régional. On a certains partenaires qui étaient extrêmement bien placés au niveau des fournisseurs d'Israël. C'était dans le top 3, c'était la Turquie. Et la Turquie, en courant 2024, a dit qu'ils arrêtaient toute relation commerciale avec Israël. Alors,
dans la pratique, c'est pas 100% vrai, mais en tout cas, ça laisse des opportunités pour soit des producteurs français, soit des Français qui veulent effectivement augmenter leurs relations commerciales avec Israël. Quelques autres données points, quelques données clés économiques qui peuvent être intéressantes pour vous. Donc, il faut savoir qu'Israël, au niveau du Proche et Moyen-Orient, c'est vraiment le deuxième moteur économique. Et ça, on n'en a pas forcément conscience, même venant de France. C'est-à-dire qu'au terme du PIB global du pays, on est juste derrière l'Arabie Saoudite. Je crois qu'on est quasi équivalent aux Émirats Arabes Unis, ce qui est quand même énorme hein, pour un petit pays. Donc, et l'Arabie Saoudite, c'est pas le même nombre d'habitants et pas la même superficie. Donc, franchement, c'est quand même de très belles performances et ça a perduré en 2023, même si une petite baisse en 2024, mais en tout cas, ça a perduré. Et aussi au niveau du PIB par habitant, ce que c'est le PIB que j'ai mentionné. Donc déjà, on est bien plus élevé que la France, mais on est le deuxième aussi, juste après le Qatar. Donc, au niveau du Proche et Moyen-Orient. Donc, c'est important à savoir, ces éléments. Aussi, au niveau de la consommation alimentaire, je vous l'ai expliqué, les Israéliens dépensent énormément pour la nourriture. C'est pour ça que je vous ai dit que certains Israéliens, on est peut-être un pays de 10 millions d'habitants, mais on consomme comme 30 millions. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. On a, sur le secteur de l'alimentaire, on est vraiment sur une croissance. Et donc, l'index qui est pris, c'est le FMCG, donc les biens de consommation à rotation rapide. Donc, on voit qu'on a une évolution en 2025. Alors, il y a un paradoxe qui est important pour vous quand vous travaillez dans ce secteur, c'est le paradoxe des prix élevés, mais une sensibilité des prix. C'est-à-dire que dans tous les rapports de l'OCDE, on va vous dire qu'Israël a des prix qui sont parfois 20%, là j'ai noté 37%, mais dans l'article que j'ai indiqué et que je communiquerai à Rachel qui pourra vous le transmettre, effectivement, on était à 52%. Donc, on est en moyenne beaucoup plus élevé que la moyenne des pays de l'OCDE en termes de prix. Mais quand vous allez négocier avec les Israéliens, donc ils vont vraiment essayer de faire un maximum pour baisser les prix. Donc ça, c'est tout un travail de négociation. On pourrait en discuter ensemble. Les tendances agri-food. Oula, je vois qu'il y a un petit souci pour snack and. Ici, c'est écrit, enfin, l'endroit où on voit pas, c'est écrit snack and sweets. Mais bon, je le modifierai. Alors, donc, j'ai mis 4 tendances qui peuvent être intéressantes. Donc, c'est santé, bien-être et bio aussi. Alors, il faut savoir qu'effectivement, alors, santé et bien-être, c'est vraiment particulier. Il faut savoir qu'en Israël, on a le taux le plus élevé à la fois de végétaliens, vegan, ou de végétariens total, et que les produits sans gluten, les produits enrichis en protéines, les produits vegan sont vraiment en croissance constante. Donc, c'est intéressant sur votre développement si vous souhaitez être dans cette catégorie. Sur le bio, alors effectivement, on est très très loin de l'Europe, mais on commence et on arrivera au niveau de l'Europe en termes d'intérêt. Donc, il faut savoir se positionner au bon moment. La catégorie qui est celle qui augmente vraiment au niveau de la distribution alimentaire, c'est tout ce qui est biscuits, friandises, chocolat, snacks. Donc ça, c'est vraiment les choses il y a toujours une demande de nouveauté. Et là, donc ça me permet aussi de parler de l'innovation. C'est un secteur que j'ai pas développé ici, mais il faut savoir que tout ce qui est food tech et de protéines alternatives est très soutenu en Israël, notamment par des initiatives privées comme des corporates, que ce soit Nouva, qui a l'initiative du projet Fresh Start, ou Strauss, qui a l'initiative du projet The Kitchen Hub. Donc, effectivement, il y a un fort soutien à la fois public et privé sur ce secteur de la food tech, donc aussi intéressant. Le marché des vins, très rapidement, parce que je ne veux pas non plus dépasser je vois que ça file le temps. Mais c'est-à-dire qu'effectivement, on était en 2023 sur une vraie croissance. Il faut savoir que les Israéliens consomment en termes de vin à peu près 4 litres par an. Donc, c'est très peu par rapport à la France. Mais alors qu'en France, on est plutôt sur une pente descendante, en Israël, on est une pente montante, avec des gens qui sont quand même des amateurs et beaucoup d'amateurs de vin en Israël. Il faut savoir que, bon, vous savez, mais que peut-être le vin fait partie de la culture et la culture aussi religieuse hein, du pays. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose il y a une vraie connaissance et Israël est aussi un producteur de vin. Donc, c'est-à-dire que
fait partie même des producteurs historiques de vin avec je sais pas, en Grèce, en Ukraine, etc. Mais effectivement, ça fait partie des producteurs historiques. Donc effectivement, il y a une vraie culture du vin. Je vous ai mis quelques informations. Il y a une montée en gamme des produits. Et pour les spiritueux, il faut savoir alors que la France est le premier en valeur et le premier fournisseur d'Israël de vin et le deuxième fournisseur de spiritueux en Israël. Donc, juste derrière les Royaumes-Unis. Donc, je vous ai mis donc les tendances, c'est le ready to make, enfin, ready to do, c'est-à-dire on fait à la maison. Donc ça, c'est que ce soit pour le vin, pour les spiritueux, il y a pas mal de choses intéressantes. On a les cubis, les vins qui sont vendus ou des canettes ou les hard seltzer. Mais bon, ça, c'est quelque chose, effectivement, si ça vous intéresse, je pourrais donner plus d'informations. En fait, le but de c'est surtout de vous donner des premiers éléments. Alors, les opportunités. Là, je vais pas aller complètement dans le détail parce que on va avoir quand même une belle success story qui est mentionnée, celle de Maison Kaiser avec Johann Smadja. Mais juste un petit élément sur l'effet Carrefour. En mai 2023, Carrefour a ouvert avec une petite cinquantaine de magasins et à peu près 1200 produits. Et ça a fait un vrai effet d'appel d'air pour éventuellement d'autres. C'est-à-dire que toute la gamme Carrefour de produits, des biscuits ou même de la toiletterie, enfin tous ces produits-là qui n'existaient pas, ça a permis d'ouvrir l'espace, de se rendre compte qu'il y a des produits qui sont intéressants, pas forcément très chers et qui sont français. Donc ça a fait vers un vrai appel d'air pour les produits français. Et donc c'est assez intéressant sur la partie distribution. Et justement, on y va sur la distribution alimentaire. Donc là, j'ai parlé rapidement de la distribution alimentaire, après de l'industrie alimentaire et après donc du secteur HoReCa, donc hôtel, restaurant, café ou food service, ça dépend comment vous le mentionnez. Et c'est aussi, en termes de chiffre d'affaires, on a d'abord la distribution alimentaire qui fait le plus gros chiffre d'affaires, après l'industrie et après donc le secteur HoReCa, mais en raison des mauvais chiffres du tourisme. Alors, donc on a le maître mot, mais peut-être que vous le savez déjà, ce sont les monopoles. On a une concentration des acteurs. Donc, la concentration des acteurs ici, on le voit très bien. Donc, on a Shufersal et si on prend Shufersal et même les trois premiers, voire les deux premiers, on a presque les trois premiers, on a presque 50% du marché alimentaire. Alors, pour moi, vous m'entendez toujours? Parce que ça frise de mon côté. On Tout va bien? t'entend. Oui, Ok, oui, d'accord, oui, très bien. aucun souci, Déborah. Ok, très bien. Donc effectivement, avec les trois premiers acteurs, on fait presque 50% du marché. Donc effectivement, il y a une vraie concentration. Shufersal, historiquement, a toujours été le premier. Rami Levy, c'est le discounter et le challenger, donc qui est en deuxième. Et vous voyez, quand même, on a une très belle performance du secteur religieux au Cher Ad, donc qui est encore plus discounter que Rami Levy. À noter pour le secteur alimentaire, c'est que vous le verrez ici, d'ailleurs, dans ce que je vois, je crois qu'il n'y a pas un seul qui n'a pas le certificat cachère. On est à peu près à 95% des acteurs de la distribution alimentaire qui nécessitent le certificat cachère. Alors, pas tous avec le niveau le plus élevé, hein, mis à part Rocher A, donc Merav Amazon, mais effectivement, si vous ciblez la distribution alimentaire, il faudra passer par la cache-route, mais si vous avez besoin d'aide, ça, je peux vous aider aussi à ce niveau-là. Deuxième secteur important, c'est l'industrie alimentaire. Là, je vous ai mis les quatre géants. Donc, parfois, ils se disputent. Là, par exemple, j'ai vu les derniers chiffres. On est avec Khebra Merkazit, donc c'est CBC Group, c'est le groupe Coca-Cola qui est le premier et Tnuva le deuxième, mais parfois c'est Tnuva le premier et CBC le deuxième. Donc, ils se partagent un petit peu, mais généralement, c'est entre les deux, CBC et Tnuva. On a Strauss et Osem. Donc, CBC, il faut savoir qu'ils n'ont pas seulement les produits Coca-Cola, etc., mais ils ont Tara ou Muller, enfin, voilà. Donc, ils sont forts aussi en produits laitiers et en boissons.
Tnuva, donc c'est effectivement sur les produits laitiers principalement, mais aussi alors eux ils ont la marque Yoplait hein, française et effectivement ils ont été rachetés il y a un certain temps maintenant par des Chinois. Bright Food, ça a fait à l'époque son petit effet. Sur Strauss, donc il y a une détention majoritaire de Danone hein, sur ce groupe. Donc c'est pour ça qu'ils sont effectivement, donc c'est eux qui vendent la marque, la licence, même si tous les produits Danone sont produits en Israël et non pas importés, parce que c'est très compliqué d'importer des yaourts, c'est frais, donc la production se fait en Israël. Et OSEM qui cette année est quatrième, juste derrière Netto, qui est un autre groupe du secteur alimentaire, et qui est, eux connus surtout sur des parties des snacks, les snacks et les sweets, hein, donc les biscuits aussi. Troisième secteur qui est intéressant, et là, qui a connu une légère baisse, donc suite à la guerre. En fait, c'est le secteur qui a le plus souffert, en fait. Vous voyez, là, j'ai mis un tableau enfin, qui résume bien la situation. Donc, jusqu'au Covid, on était sur des chiffres extraordinaires en termes de tourisme. Et donc, le Covid, ça a baissé. Et ça a repris en 2022. On était sur une bonne lancée, mais effectivement, avec la guerre, on a eu une nouvelle baisse. Mais ça va reprendre, c'est certain. Israël est vraiment un pays qui est très résilient, mais le secteur qui a été le plus touché, effectivement, par ces différentes crises, c'est effectivement ce secteur de l'alimentaire hors domicile, et notamment la partie restauration, la partie hôtellerie. Euh, donc voilà, maintenant il y reste des opportunités pour les Français, les entreprises françaises, notamment sur les produits qui sont prêts à servir ou certaines catégories de produits. Mais ça, je pense aussi, l'expérience de Johan pourra nous aider sur ce secteur. Alors, je voulais juste parler très brièvement d'un schéma qui est intéressant qui est quand même un levier de croissance pour pas mal de sociétés qui viennent en Israël. C'est-à-dire que en fait, oula, pour pouvoir en fait se développer dans le pays, généralement on passe par la franchise. On va demander, enfin c'est souvent une entité israélienne locale, soit une entité qui a plusieurs marques. Par exemple, un exemple, c'est Castro qui a récupéré Yves Rocher. Donc voilà, donc il y a des marques locales qui récupèrent des boîtes israéliennes. Mais c'est vraiment un outil qui est intéressant. C'est-à-dire que si jamais on a une boutique, le moyen de vraiment pouvoir réussir et s'étendre dans le pays et surtout avoir une certaine marge, c'est développer un modèle de franchise et de s'étendre dans tout le pays. Donc, l'exemple qui est le plus réussi israélien, c'est Golda, hein, aujourd'hui, qui s'est vraiment étendu, qui a entendu le pays. Ce qui est très important aussi sur la croissance d'une implantation ou d'une marque, c'est à la fois donc le marketing et les animations et aussi l'adaptation aux spécificités locales. Le rythme de la semaine, c'est très important avec les fêtes et aussi toute la partie euh, médias, réseaux sociaux, animation. S'il n'y a pas ça, généralement, effectivement, ça va être compliqué de tenir bon jusqu'au bout. Et on connaît tous donc les grands succès hein, d'Israël, mais il y a aussi des échecs, notamment celui qui est le plus connu, c'est celui de Starbucks, qui a voulu rentrer avec son schéma américain et qui n'a pas réussi parce qu'il n'a pas pris en compte les goûts israéliens. Ou plus récemment, 7-Eleven hein, aussi. Hein, c'était la même histoire. Pour les Français, donc on a Maison Kaiser donc, qui va nous expliquer qui est un vrai succès. Maintenant, Fauchon, qui était l'exemple d'un échec qui n'a peut-être pas. Enfin, faut voir. Enfin, voilà, on va pas, je vais pas expliquer un petit peu, mais effectivement, faut faire attention sur cette partie-là. Alors, pardon, parce que j'ai un problème avec ça, je sais pas comment faire. Attends, voilà. Ah, je sais pas comment. Un instant, je mets ça comme ça parce que sinon je vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vois pas mon écran. Attends. Voilà, c'est bon. Ah, non. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, bon, je vais juste, voilà, je fais comme ça, voilà, c'est bon. Alors, donc les points de vigilance, ça c'est assez important.
Donc, je vous ai parlé du cachère. Alors, j'ai mis un taux un peu global de 70% du marché qui était cachère. Il faut que j'aille plus vite là. Mais effectivement, ça dépend des secteurs. Toute la partie distribution alimentaire, on est dit on est à 95%. La partie hôtellerie, pareil. Mais par exemple, les restaurants, on est seulement à, on va dire 30-40% de restaurants ou de boutiques cachères. Donc c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus non cachère. Je parle à l'échelle du pays. Pareil pour les cavistes. Les cavistes, c'est principalement du non cachère. Donc il faut voir, ça dépend de votre cible, mais on peut être sur un marché qui est tout à fait possible en non cachère. Mais ça dépend du site de la cible et aussi du volume. C'est ce que quand on est dans le non cachère, bien sûr, on reste limité sur une niche dans la niche. Après, les droits de douane, donc j'ai dit, il y a une, enfin, le droit de douane, notamment les enregistrements, il y a une simplification, mais il reste des droits de douane, notamment sur les alcools. Donc, on a un tarif douanier. Si vous avez besoin de savoir le tarif pour chaque catégorie, vous n'hésitez pas à revenir vers moi. Un partenaire local, ça c'est indispensable si vous n'avez pas l'habitude et vous n'êtes pas dans le pays même. Et les goûts, j'en ai déjà parlé. Ah, j'ai un problème. Je peux pas. Ah, c'est en fait, il faut. C'est mon. Et Ah, tu veux peut-être arrêter la c'est le but. présentation. Ah, Arrête la présentation une minute, ok, fais stop share, voilà, et maintenant ok, fais à nouveau share. Peut-être que ok, ça va te résoudre le problème. ok. Alors attends, Ok, ouais. Désolée, hein, parce que j'étais bloquée sur ma Oui, il n'y a présentation. pas de problème. Bon. Voilà, je recherche et tout va bien. Très bien. Alors, Ça va, tu arrives à voir? voilà, ça y est. Ok. Donc, ok. Donc, sur les clés culturelles, donc c'est une slide qui est, si vous êtes déjà venu en Israël, vous savez que les Israéliens, on les appelle les sabras, sabresses, c'est une figue de barbarie. Donc, piquant à l'extérieur, mais tout coulant et sucré et doux à l'intérieur. Donc, il ne faut pas avoir peur du premier abord. Ils seront là, donc si vous avez une réunion avec eux, ça sera un petit peu. Déjà, première chose, ils vous auront toujours des questions très personnelles sur vous, sur si vous êtes marié, si vous avez des enfants, si vous habitez. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de cette ingérence, c'est tout à fait normal. Mais au bout d'un moment dans la conversation, on dit, bon alors, tachles, ça veut dire droit au but, quel est votre but? Il faut savoir que dans l'organisation après, dans vos échanges, etc., c'est un petit peu informel et désorganisé, justement. Mais bon, dans leur désorganisation, ils savent très bien ce qu'ils veulent. Et surtout, c'est darouf, c'est-à-dire tout de suite. Ils vous envoient, si on vous dit oui, c'est que les Israéliens sont intéressés. Généralement, ils n'ont pas de problème à dire non. Donc, s'ils disent oui, c'est vraiment oui. C'est pas comme en France où on va vous dire oui, peut-être, mais en fait, c'est pas intéressant pour eux. Donc effectivement, tout de suite, la réactivité, c'est important. Et bien sûr, la chutzpah, il ne faut pas se formaliser ou parfois, si on vous dit, ah non, mais ce produit, ça ne m'intéresse pas, mais donnez-moi. Voilà, il ne faut pas se formaliser, certaine audace, mais qui fait aussi le succès du pays. Donc voilà, mon rôle, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé donc pendant 11 ans chez Business France. Maintenant, ça fait un mois que j'ai ouvert mon activité, ma société, Modiabiz. Et donc, je suis là pour vous accompagner de A à Z sur le test, sur la stratégie au positionnement, l'activation du réseau et des partenaires locaux, sur la visibilité des animations ou la partie conformité que j'ai évoquée aujourd'hui. Sachez également que je représente la marque Pink Lady en Israël, donc les pommes. Et donc, à ce titre, donc, j'organise des événements dans des comment dire, enseignes alimentaires. Et la prochaine, ça sera fin mai chez Rami Lévy. Donc, voilà. Maintenant, donc, comme je vous ai dit, le moment idéal, il est maintenant. Le rebond est en cours. Les consommateurs sont prêts. Donc, maintenant, allez-y. Et bien sûr, merci beaucoup pour cette présentation à Rachel. Et je passe la parole à Johan, qui va nous faire part de son expérience et donc concrètement comment ça se passe de dealer et de s'implanter en Israël. Bonjour, vous me Attends, voyez, vous je m'entendez? vais stop Bonjour, Johan. sharing. Oui. D'accord, bonjour à tous et merci pour cette invitation et merci Déborah pour cette présentation.
Écoutez, alors en quelques mots, je dirige donc la marque Maison Kayser, qui est une enseigne de boulangerie, de pâtisserie, café, restaurant, qui est fondée par Eric Kayser, qui est donc, comme vous le savez, boulanger de formation. La marque est aujourd'hui implantée dans une trentaine de pays et elle compte quelque chose comme 300 points de vente. Euh, on a implanté l'activité en Israël en 2020, en plein cœur du Covid, Oui. on l'a fait sous la forme d'une licence de marque et de savoir-faire. Vous m'entendez bien? La connexion est stable? Ouais, très bien. Oui, oui, maintenant, oui. Au début, c'est qu'il y avait un petit peu des accros, mais maintenant, ça va, Johan. Je peux continuer? Ok, Oui, super. oui. Donc, ça a été fait sous la forme d'une licence de marque et de savoir-faire, qui est donc dépendante de la maison mère qui se trouve à Paris. En 2020, donc, on a implanté un laboratoire de production, un atelier de production de boulangerie, de pâtisserie, de viennoiserie et de traiteur, qui couvre en fait toute la gamme de maisons Kayser que vous devez connaître de France ou d'ailleurs. C'est-à-dire que nous fabriquons tout nous-mêmes, nous importons les matières premières soit par nos soins, soit par des importateurs spécialisés les plus importantes, qui sont donc les farines pour le pain, le beurre de tourage pour les viennoiseries, le chocolat et encore un certain nombre de plus petites matières premières, de sorte à coller au cahier des charges de la marque. Le corporate de la société n'est pas très puissant ou haïssant, disons, mais les liens professionnels avec la maison mère sont importants. Quand la situation géopolitique le permet, les chefs de l'enseigne font le déplacement, font avec nous le contrôle qualité. Quand ça ne marche pas, on le fait par vidéo et par photo. En tout cas, on essaye de le faire de la manière la plus fluide possible, la plus simple possible, de sorte à ce que les équipes soient continuellement formées. Nos premiers chefs ont été formés en France, nos premiers responsables de magasins ont été formés en France. Entre-temps, on a ouvert 3 magasins qui ont des superficies assez importantes, histoire d'implanter la marque de manière, disons, relativement puissante au démarrage. Il y a eu au décollage un succès qui, d'après moi, est le résultat d'une forme de chance au milieu du Covid, parce que l'implantation de notre tout premier magasin situé dans un endroit de circulation du Johan, vous avez un petit problème de connexion, hein, n'est-ce pas, Déborah? Je veux dire, il y a Oui, un petit oui, mais problème ça, de ça se, connexion. ça se remet, on arrive OK. à le. Vous arrivez à suivre? Sinon, je Ouais, me voilà. déconnecte, Oui. je me connecte comme vous voulez. Non, Non, bah, non, vas-y. c'est Donc, bon, Johan. en fait, c'est vrai que tu t'es lancé au moment. Plein Covid. On s'est lancé en plein euh, Covid euh, ça a rendu c'est quelle année? l'opération en 2020. En Ça a 2020. Ah rendu ouais. l'opération, en fait, ça a rendu le lancement relativement délicat, s'agissant de l'importation des machines, des équipements, des premières matières premières, s'agissant aussi de la formation de nos chefs qui étaient en France à cette époque-là, qu'il a fallu faire revenir un peu dans l'urgence. Mais je pense que, on a malgré tout bénéficié, grâce à notre premier emplacement qui est situé au port de Tel Aviv, d'une exposition assez impressionnante. Et donc, ça a permis, si vous voulez, de lancer la marque dans des conditions finalement assez propices et d'avoir donc une exposition importante à la fois de la part de la population locale, vraiment de Tel Aviv, et donc d'une fréquentation récurrente, mais aussi de la part de gens qui venaient de l'extérieur de Tel Aviv et qui ont donc pu être rapidement confrontés à l'enseigne naissante. On a par la suite ouvert 2 autres magasins, eux aussi de taille relativement importante, et un restaurant qui a été fermé entre-temps. Là, pour le coup, je pense que c'était l'échec de notre petite adaptation, mais sur le segment de la maison mère, c'est-à-dire sur notre cœur de métier, qui est celui de la boulangerie, de la pâtisserie, de la viennoiserie. Pour le Hmm. coup, j'ai la prétention de penser que l'enseigne s'est plutôt bien implantée. On vise une quatrième ouverture de magasins toujours à Tel Aviv dans le courant de l'année. Et puis par la suite, une ouverture d'un premier magasin en sous-licence en dehors de Tel Aviv, qui sera donc exploité non pas par nous, mais par un sous-licencié. Voilà en quelques mots ce qu'il en est. C'est très intéressant en tout cas, effectivement, de voir. Et c'est effectivement, je confirme, c'est une belle réussite, mais c'est toujours un travail. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que tu as fait toi pour t'adapter au goût des Israéliens? Qu'est-ce que. Alors,
C'est vrai que par rapport à la maison Kaiser, enfin, qu'est-ce que tu vois, enfin, parce que la difficulté pour les Français, généralement, ça va être Israël, ils vont te dire c'est compliqué, c'est pas possible. alors, c'est compliqué et c'est pas possible. Mm, Euh, je ne ferai pas de notre aventure une règle. Je tout à pense fait. que comme dans toute aventure d'affaires, il y a aussi une part de chance, probablement. Simplement, Maison Kayser est une enseigne qui, grâce à sa capacité d'adaptation, euh, a réussi dès le démarrage à nous expliquer au fond qu'il faut donner aux Israéliens ce qu'ils ont envie de manger. Mm, Et c'est une règle qui fonctionne pour Maison Kayser, d'après ce que je comprends, au Japon, au Mexique, en Libye ou en Tunisie. Et au fond, il faut garder l'identité française qui est celle de la marque. Il faut probablement aussi garder dans l'environnement, dans le décor des magasins, quelque chose qui donne le sentiment à la clientèle israélienne qu'elle est un peu à l'étranger. Euh, et puis, il faut faire derrière des adaptations. Alors, les adaptations, elles peuvent se faire dans le poids des produits, dans les parfums qui sont sélectionnés, dans les produits de fête. Donc, pour la première fois, Maison Kayser s'est mise à fabriquer des chalotes, le pain de Shabbat, des babka, qui sont ces pains levés, enfin, pardon, ces viennoiseries levées que désormais on connaît aussi en Europe, mais qui viennent plutôt de nos cultures à nous. On s'est mis à intégrer de la halva, donc de la pâte de sésame sucrée dans nos viennoiseries, etc., etc. Donc en fait, il y a une adaptation dans la gamme de produits qui est plus importante que ce que des enseignes habituelles ont l'habitude de faire. Il a fallu aussi sélectionner des emplacements, à défaut de dire que ce sont des emplacements stratégiques, disons que ce sont des emplacements qui permettent de couvrir différents types de fréquentation. Donc on a à ce stade un emplacement qui est implanté dans une zone de bureau, donc qui fonctionne très fort en semaine. On a un emplacement qui est dans une sorte de zone, celui du port, qui est dans une sorte de zone à la fois touristique, mais beaucoup de tourisme interne à Israël et qui permet en fait de voir se croiser tous les types de populations. On a des sportifs, on a des retraités, on a des très jeunes, on a des gamins qui viennent en fin d'après-midi, on a du tourisme interne qui vient des fins de semaine. Et puis Rothschild, au rez-de-chaussée de l'Institut français, où on se retrouve là dans une implantation qui mélange un peu tous les types de populations qu'on recherche. Je pense donc que c'est évidemment l'implantation, évidemment l'adaptation, et puis rapidement aussi de tenter non pas de créer une enseigne qui est tournée vers la communauté française, qui est un excellent point de relais, D'accord, mais une enseigne qui soit purement tout à fait. israélienne, au Mm, service des Israéliens, pour les Israéliens. tout à fait. On a donc, nous, par exemple, dans nos équipes de prod, derrière, donc si j'ose dire, derrière, dans les coulisses, beaucoup de Français, beaucoup de gens qui sont installés ici, qui ont été formés en France et et dont on bénéficie du savoir-faire, mais on a dans les magasins uniquement des Israéliens pur jus qui parlent hébreu et qui sauront donner le service qui est attendu ou le relationnel qui est attendu par la clientèle israélienne. Je pense que tout ce mix de choses, plus évidemment un facteur de chance, de bonnes recettes qui nous ont été transmises par Maison Kayser, tout ça fait que bah, ça, je ne prends jamais quelque chose de définitif et d'évident, mais à ce stade, ça fonctionne et j'ai le sentiment Mm. que la marque s'est implantée.